curiosité ou si vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe, bah voilà, j'essaye tant bien que mal. Maintenant, comme je suis papa, bah, j'écris un petit peu moins, j'ai un peu moins de temps, mais j'essaye quand même toujours de participer. Alors, l'agenda, il est bon, il est assez succinct, c'est globalement un rappel sur les statistiques. Voilà, on va se faire un petit peu, bon, rapidement un peu de maths ce matin, et puis voir un peu comme la manière dont les statistiques sont utilisées bah, pour l'optimisateur de requête, c'est quand même pour lui qu'on fait tout ça. D'où derrière bah, les questions que peut se poser un DBA, est-ce que je dois maintenir mes statistiques, est-ce que je laisse faire le moteur, comment, à quelle fréquence je le fais, avec quel taux d'échantillonnage, enfin toutes ces questions-là qu'on va aborder dans la deuxième dans ce deuxième chapitre. Et enfin, un troisième chapitre sur bah, un petit peu les nettoyages des statistiques. C'est quelque chose qu'on ne parle pas forcément souvent, mais qui me semble suffisamment important pour en parler ici, parce que bah, qui dit statistiques obsolètes, c'est comme des index. Si vous avez des index qui ne sont pas utilisés, bah, le coût en maintenance, il peut être énorme. Même pour la maintenance des index. Donc, bah, l'idée, c'est aussi d'aller voir si vous n'avez pas des index qui sont obsolètes, que vous pouvez tout simplement supprimer dans un cadre d'optimisation de votre maintenance. Alors, des fois, bon, moi je suis assez adepte là, pour ce genre de session, vaut mieux une bonne démo qu'un grand discours, donc on va passer tout de suite aux démos. Donc j'essaierai d'aborder tout ça au travers de démos pour les différents chapitres. Et bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a Rudy qui est là, et puis on pourra bah, soit interrompre, soit bah, poser-les à la fin, je me rendrai disponible. D'accord? Alors, une statistique, c'est quoi? Bah, les statistiques, c'est en tout cas sur SQL Server, c'est stocké dans un binary large object, donc dans un blob. D'accord? Donc ça, tout est stocké là-dedans. Et qu'est-ce qu'on y stocke? Bah, tout simplement des informations concernant la distribution des données. La distribution des données dans vos tables. Bah, pourquoi? Parce que c'est SQL Server, lui, il ne va pas compter à chaque fois ce que vous avez dans vos tables, il ne va pas aller regarder dans les tables à chaque fois que vous faites une requête. Bah, tout simplement, ce serait trop coûteux. Donc, en fait, on va estimer, on va avoir quelque chose sur lequel SQL Server va pouvoir se reposer pour pouvoir estimer ce qu'on appelle la cardinalité, le nombre de lignes retournées par votre requête pour choisir quoi. Si vous allez vous allez utiliser des index, est-ce que vous allez utiliser pour un join d'un nested loop ou un hash join ou des choses comme ça. D'accord? Ou est-ce que vous allez aussi paralléliser, par exemple, si vous avez suffisamment de lignes pour pouvoir faire ça. Les statistiques concernent principalement les tables et les vues indexées. Pour vues indexées, ce qu'on appelle des vues matérialisées, parce que ce sont des vues qui possèdent un index cluster, d'accord? Et donc, à destination de qui? De l'optimiseur. On en parlera un petit peu après. Donc, simplement pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Bon, ça, c'est juste pour préparer ma démo. Voilà. Si je fais une estimation, je lance cette requête, celle ordinaire, where init price égale 35, dont j'ai une clause. Oui. Tu peux juste augmenter un petit peu la taille des carrés? Oh oui, bien sûr, je peux. Merci Comme beaucoup. ça, c'est bon là? Oh, Ça bah, part? ouais, c'est pas mal ça. C'est good? Ok. Merci. Donc ça, c'est juste ça, c'est chiant, on peut pas le zoomer. Mais bon, il y a Zoomit pour ça. Ok, donc en fait, là, ce que je voulais vous montrer, c'était, voilà, j'ai une estimation ici à 1386,89. Donc c'est potentiellement une statistique qui a été arrondie pendant la mise à jour. Donc alors, comment SQL Server fait pour aller voir là-dedans? Il va tout simplement aller voir dans l'objet qui est concerné. D'accord? Donc là, vous avez votre blob. Et vous avez tout un tas d'informations ici, comme vous pouvez le voir, avec la statistique qui est là. Elle a été auto-générée par SQL Server parce qu'en fait, c'est une statistique qui ne concerne pas un index ici. Donc, ça a été qui concerne uniquement une colonne et qui a été générée au moment où j'ai lancé ma requête, donc générée automatiquement par le moteur. Après, il y a tout un tas d'informations qu'on viendra regarder un peu plus tard au cours de la session. Donc ici, comment ça se lit tout ça? Bon, ça simplement juste par curiosité, ça ce préfixe-là, WA c'est Washington, c'est là où en fait où Microsoft se trouve, d'accord? C'est l'état où Microsoft se trouve, 6 pour système, là en hexadécimal le numéro de la colonne et en hexadécimal le numéro de l'objet. Bon il suffit de ça, il suffit simplement de transformer tout ça en décimal.
Bon, je l'ai mis là, c'est la même chose. Bah, vous faites cette petite requête ici que je vous ai mis là, et vous allez retrouver dans 6 objects et 6 colonnes, bah, vous avez le nom de votre table ici et le nom de la colonne. Ok, donc ça, voilà comment ça, vous devez lire ce genre d'informations là. Alors, si vous voulez aller voir maintenant à l'intérieur de la statistique et pour voir comment SQL Server, enfin sur quoi SQL Server se base pour estimer le nombre de lignes, bah, vous avez le traditionnel DBCC show statistique que j'utilise encore énormément beaucoup pour ma part, ou vous pouvez utiliser des DMV qui sont arrivés, enfin des DMF plutôt, qui sont arrivés. Je vais corriger tout de suite. Ici, là, en fait, c'est comme ça et comme ça. DMF qui sont bah, là pour donner exactement les mêmes infos mais de façon, vous pouvez programmer, utiliser ça dans des requêtes, consommer la donnée un petit peu différemment, faire du reporting, enfin des choses qui sont plus facilement extractables que des choses statistiques. Avec choses statistiques, bah, vous pouvez, alors là, on va l'exécuter déjà, ça peut être pas mal. Hop. Alors, qu'est-ce que nous donne en fait, on vient de lire dans le blog, bah, la première chose qu'il nous donne, finalement, on a 3 catégories. On a l'entête ici, on a le vecteur de densité au milieu et on a l'histogramme ici. Donc ça, en tant que DBA, c'est quelque chose que vous devez savoir lire parce que c'est important si vous voulez faire du troubleshooting pour savoir si vous n'avez pas un problème d'estimation de cardinalité. Donc le nom de la statistique, la dernière date de mise à jour, le nombre de lignes dans la table, le nombre de lignes qui a été utilisé pour, enfin, c'est le taux d'échantillonnage lorsque vous mettez à jour votre statistique. Ici, c'est le nombre d'étapes que vous allez avoir. Alors, au maximum, c'est 200. Alors, moi, j'en ai de temps en temps sur mes environnements à 201. Donc, ça, c'est assez marrant. Et c'est assez paradoxal parce qu'avec SQL Server 2007, au départ, on avait 300 étapes. Maintenant, ils ont réduit à 200. Bah, pourquoi? À 200 maximum parce que la gestion de 300 étapes est bien plus consommatrice que 200. D'accord? Donc, ça, c'est un truc qui est beaucoup demandé dans la communauté SQL Server, c'est de pouvoir faire un petit peu comme Oracle, c'est-à-dire avoir un peu plus d'étapes, bah, tout simplement pour avoir un peu plus d'informations sur la distribution des données. Mais bon, on verra, on n'y est pas encore. Ça, c'est plus utilisé. Ça, c'est le nombre de lignes moyennes, ça ne nous intéresse pas tellement. Ça, c'est tout ce qui concerne les index filtrés. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de démo là-dessus, mais sachez que les index filtrés, ça va vous servir justement à pallier un peu pallier le problème des 200 étapes maximum, parce que dans 200 étapes, je vais en parler tout à l'heure, de ce fameux histogramme, vous allez avoir finalement une vue de, de vos valeurs, de vos occurrences de valeurs et le nombre de lignes associées à ces valeurs. Mais à 200 étapes, si vous avez 1 million de lignes, et si vous avez 1 million de lignes distinctes, bah forcément, vous n'allez pas pouvoir les représenter. SQL Server va trouver d'autres moyens, mais en tout cas, il va devoir finalement estimer, et vous n'aurez pas l'information forcément précise. Si vous avez une distribution de données qui est hétérogène, ça risque potentiellement de vous poser un problème. Et les index filtrés bah, vous permettent d'avoir quelque chose qui va se focaliser. Bah, vous allez focaliser sur les valeurs que vous voulez avoir pour avoir en fait un histogramme précis sur le nombre d'occurrences et le nombre d'occurrences et les valeurs associées à ces occurrences. Si vous avez 10, 20 000 lignes, etc. Ça, c'est une option dont on va parler tout à l'heure. Ça permet de fixer le taux d'échantillonnage. On en parlera tout à l'heure. Le vecteur de densité, le vecteur de densité, c'est quelque chose qui est important parce que SQL Server, en fonction de ce que vous allez lui donner comme requête, il va soit aller regarder ici, soit regarder là. Donc, on va commencer par le vecteur de densité. Bah, ça, c'est la densité de vos valeurs distinctes dans votre table. Donc, en gros, c'est 1 divisé par le nombre de valeurs distinctes dans votre table. Et bah, ça va vous donner une valeur. Bah, plus cette valeur est petite et plus vous avez potentiellement beaucoup de valeurs distinctes. Plus cette valeur se rapproche de 1, donc une densité forte, et plus vous avez de valeurs dupliquées. Voilà, il faut le dire comme ça. Et ça concerne en fait, là c'est la colonne principale, mais vous pouvez avoir des statistiques de colonnes liées à plusieurs colonnes. Donc vous auriez, c'est juste, il y a eu un petit bug ici, je recommence, voilà, donc vous pourriez avoir ici en fait une autre colonne et vous auriez forcément une deuxième ligne avec une autre valeur ici. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est pour l'histogramme, c'est que la colonne principale qui est représentée ici. D'accord? Donc vous aurez que la valeur principale et pas les statistiques liées à la deuxième colonne ou à la combinaison des colonnes. D'accord? Maintenant, par rapport à cet histogramme, ça,
ça permet à SQL Server finalement de donner une représentation de votre table, des données de votre table dans la répartition, le nombre d'occurrences et le nombre de valeurs liées à ces occurrences. Là, par exemple, ça, ce sont les valeurs frontières. Donc ça, j'ai une occurrence, j'ai une valeur à 2,29 par exemple, ici, avec ici le nombre de lignes dans l'étape, le nombre approximatif, parce que là, c'est approximatif, vous voyez, c'est arrondi, lié à cette valeur. Donc ça, j'ai 2800 et quelques 820 valeurs qui sont égales à cette valeur. Et ça, c'est le nombre de valeurs, le nombre moyen de valeurs par occurrence. Mais là, vous voyez que c'est complètement arrondi. Donc, ce que je vais faire, pour le lire un peu, c'est un peu plus correctement, si je fais un full scan, par exemple, vous allez voir que ça va complètement changer. Vous voyez qu'ici, j'ai des valeurs, j'ai plus les arrondis que j'avais tout à l'heure. Et là, j'ai quelque chose d'un peu plus clair à lire. Donc, on voit qu'ici, par exemple, j'ai 55 valeurs dans l'étape, entre là et ici. J'ai 389 valeurs qui sont égales à qui est égale à cette valeur frontière. Dans cette étape, j'ai 3 valeurs distinctes. Si j'ai 3 valeurs distinctes, il suffit de faire 55 divisé par 3 et ça me donne en moyenne, hors cette valeur qui n'est pas comprise, j'ai en moyenne 18 lignes par valeur distincte. D'accord ? Il faut le lire comme ça. Donc, c'est globalement ce que je vous ai expliqué ici. Donc, il y a ça, tout ce qui est démo, etc., ça sera à disposition, je vous le donnerai. Donc, je suis allé un peu plus vite que la musique, mais ça me permet finalement de vous expliquer sans forcément avoir tout déroulé. Parce qu'en fait, le temps est compté aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc, ici, vous pouvez aussi, en utilisant sysdm dbstat properties, avoir les informations, ce qu'on trouve dans le vecteur, dans l'entête, excusez-moi, et sysdm stat histogramme, vous avez l'histogramme lié à la statistique que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ça, c'est intéressant. Si par exemple, vous voulez faire du monitoring, enregistrer ça dans des tables. Moi, par exemple, je le fais sur mes environnements pour voir un peu, quand je change le taux d'échantillonnage, je veux comparer le nombre d'étapes que j'ai. Ou est-ce que j'ai des étapes qui sont plus précises? Ça me permet finalement de faire des requêtes un peu plus poussées, qui sont avec avec sysdm stat histogramme, c'est bien plus facile que de faire un dbcc choix histogramme, d'aller récupérer les valeurs, etc. Donc voilà, ça permet de faire des choses en programmation plus facile. Donc voilà, ça c'est un petit rappel sur les statistiques. Donc maintenant, comment l'optimiseur il utilise ça? Alors il faut juste garder en tête les phases. L'optimiseur, lui, l'optimiseur de requête va utiliser les statistiques pendant la phase de compilation. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est important à garder en tête. Il va globalement regarder en gros, ça c'est les grandes étapes. Regardez si vous avez une requête ad hoc ou si une procédure stockée ou du moins un objet compilé, par exemple un trigger, quelque chose comme ça. Si votre requête, si c'est une procédure, un objet compilé et que c'est paramétrisé, donc moi par exemple c'est le cas chez moi, on utilise énormément les requêtes paramétrisées, en fait il va regarder les valeurs d'entrée, parce que SQL Server va regarder les valeurs d'entrée pour estimer vos cardinalités dans les tables et associer les opérateurs concernés. Bien sûr, il va récupérer la cartographie des index que vous avez dans des tables concernés dans votre requête, les statistiques, si vous avez des statistiques aussi à la colonne, pas forcément d'index. Donc tout ça pour finalement pouvoir estimer est-ce que vous allez faire est-ce que finalement je suis assez sélectif, est-ce que je vais pouvoir utiliser un index ou pas, des choses comme ça. Les int de requête, c'est important parce que ça va, avec des int, vous allez forcer le moteur à finalement à adopter un certain comportement. Ça, il va le regarder aussi. Et dernière chose aussi, c'est le degré de parallélisme que vous avez de configurer, le fameux maxdop, tout simplement pour savoir si votre requête elle devient suffisamment coûteuse, du moins. Il va pouvoir dire je peux paralléliser mon plan, donc chercher des alternatives meilleure avec de la parallélisation, par exemple. Donc, en gros, vous devez avoir globalement des statistiques qui sont fiables. D'accord? Alors, première chose, histoire de se mettre l'eau en bouche, c'est-à-dire, est-ce que finalement, je vous parlais de la compilation, de la phase de compilation.
Donc je vais faire ça, j'ai quelques images à vous montrer comme ça. Donc ça, il faut l'avoir en tête, d'accord? C'est quelque chose que je présentais souvent quand j'étais consultant, quand on faisait de la performance, c'est-à-dire pendant la phase de compilation, vous avez une phase d'optimisation avec divisée en sous-phases, et vous allez avoir une phase où quand vous avez avoir un plan de requête qui est trivial, globalement, vous avez une solution évidente, il va s'arrêter là et il ne va pas charger les statistiques. Donc, si vous avez ce genre de choses-là, n'allez pas chercher les statistiques parce qu'il ne va pas aller les chercher. Et comment je peux le voir, ça? Simplement avec cette petite démo. Alors, j'ai de base utilisé l'option recompile pour recompiler le plan parce que ça se passe à la recompilation, bien entendu. Si je fais ça, vous allez voir que j'ai un tab scan, je n'ai pas d'autre choix. Et la chose que je voulais vous montrer surtout, c'était comment on pouvait retrouver un plan trivial. Donc, je l'ai ici. Vous voyez ici, j'ai l'optimisation level trivial. Alors, quand c'est comme ça, alors la petite démo que je voulais vous montrer, alors ça utilise deux DMV qui permettent d'aller voir un peu comment se comporte l'optimiseur, les étapes qu'il utilise, les transformations qu'ils font. Je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas le but. Allez, voilà, comme ça. Donc, je vais juste le faire. Vous voyez qu'ici, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est effectivement, il utilise un plan trivial, l'optimiseur, pour cette requête. Et vous voyez qu'il va aller chercher à voir les index pour lesquels, en fait, il va vouloir tout simplement parcourir, et puis il s'arrête à la phase, en fait, il va faire un trivial scan dans ce cas-là. Normalement, si vous aviez une optimisation full, vous auriez d'autres étapes ici, avec un search 1, search 2, search 3, tel qu'on peut, si on rentre un petit peu dans le détail de l'optimiseur, quand vous avez ce genre d'étapes-là, il va d'abord charger les statistiques pour trouver des alternatives à différents niveaux. La phase 3 étant une des plus complexes avec la parallélisation, par exemple. D'accord? Donc maintenant, autre chose. Si je prends cette table-là, Sales Order Detail, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, vous voyez en fait, bon, là qui est là, une statistique, je l'ai déjà créée, bon, c'est pas très grave. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Il faudrait que je supprime la stat. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Ça, hop, non, ça va pas fonctionner. J'ai une petite question, oui. si tu veux. Quelqu'un me dit, j'ai lu que les statistiques étaient stockées sur une seule page de 8 kilos. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, ça n'a pas changé. Ça, sur une page, c'est dans des pages de 8K, c'est sûr. Mais effectivement, oui, c'est toujours dans. Ça a pas, en tout cas, ça n'a pas changé depuis un moment, si c'est la question. Voilà. Bon, laissez tomber cette démonstration-là. Je n'ai pas forcément le temps de vous montrer, mais l'idée, c'était de vous dire qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas de statistiques. Est-ce que finalement l'optimiseur il reste coincé? Non, en fait, ce qu'il fait, c'est que si vous n'avez pas de statistiques et qu'il ne peut pas créer de statistiques, si vous n'avez pas l'auto-crée de statistiques à on, ce qu'il va faire, il va quand même il va se baser sur une hypothèse. Alors j'ai essayé de calculer, c'est pas documenté par Microsoft, ça vous le trouvez aussi sur Internet. Ça correspond, en fait, il va prendre le nombre de lignes, il va faire une racine carrée du nombre de lignes et ça va vous donner une estimation. Donc il ne va pas rester bloqué, mais ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. De base, en tout cas, si votre application ne l'exige pas, laissez le moteur faire, laissez-le créer des statistiques. Alors, ça a ses avantages et aussi ses inconvénients en termes de maintenance, comme on en parlera à la fin, parce que vous pouvez vite vous retrouver avec des statistiques sur des colonnes avec des requêtes de test que vous avez fait, je ne sais pas, au départ, et puis finalement qui ne sont plus utilisées dans le temps. D'accord? Donc, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, comment le moteur utilise ça? Alors, le moteur utilise les statistiques. Là, par exemple, un cas où il va utiliser le vecteur de densité. Donc, cette colonne-là avec cette requête-là. Sur les group by, il va utiliser le vecteur de densité. Alors, ça paraît relativement logique parce que pour un group by, je vais avoir le nombre moyen de valeurs le nombre de lignes moyen par occurrence distincte. Donc, un group by, c'est ce que ça fait. Donc, il va regarder le vecteur de densité. Et si je regarde le vecteur de densité ici, je prends la valeur, il va simplement faire ça. Voilà, et je vais me retrouver exactement avec 266 ici parce que ça va être arrondi. Et vous voyez que j'ai bien cette valeur-là. D'accord? Donc, il prend le vecteur de densité.
Autre cas, et ça c'est quelque chose que vous devez faire attention, c'est par exemple vous avez une charge de travail où vous avez je sais pas, des objets compilés, des procédures stockées, des triggers, etc., qui forcent finalement l'allocation, les valeurs d'entrée dans des variables locales. D'accord? Donc dans ce cas-là, si vous avez ce genre de construction-là, product ID avec where product ID égale la valeur, enfin le paramètre surtout, bah, l'optimiseur il n'est pas capable de récupérer la valeur et d'aller finalement d'associer des statistiques ou un histogramme pour la recherche finalement de cardinalité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va falloir faire une autre hypothèse et encore une fois, comme il ne connaît pas la valeur, il va se baser sur le vecteur de densité. Donc le vecteur de densité, si je fais ça, je prends uniquement, je fais l'estimation, je regarde là. Vous voyez qu'ici, je suis à 456,079. Bah, si je prends le même vecteur de densité que j'avais tout à l'heure et le nombre de lignes que j'ai dans la table, ça me donne exactement ce nombre-là. Après, bah, si vous avez la même chose, mais sur ces critères d'inégalité, je ne vais pas vous faire la démo là, mais globalement, il va aussi se baser sur une hypothèse. Il ne peut pas aller regarder la valeur. Donc là, il va prendre 30% de votre table, du nombre de lignes totales de votre table. Donc bah là, si vous espériez utiliser un index SIC, bah, ça va être loupé parce que 30%, vous êtes plus suffisamment sélectif. Dans certains cas, c'est globalement ce que vous voudrez. Par exemple, vous avez des statistiques qui sont une distribution qui est hyper hétérogène. Bah, peut-être que vous allez vouloir lisser ça et puis vous allez avoir finalement une exécution de requête qui va être meilleure sans un index SIC qu'avec un index scan, ou peut-être pas. Ça, c'est à vous de le déterminer. D'accord. Alors, au niveau de l'histogramme, si je prends toujours l'histogramme qui était ici, donc bah là, c'est évident, là maintenant, j'ai plus de paramètres, j'ai directement la valeur. Donc, SQL Server va aller lire dans l'histogramme. Donc, si je prends 831 qui est là, voilà, j'ai bien. Donc, normalement, je suis censé tomber sur 198 ici. D'accord. Donc, si je fais ça rapidement, bah oui, je tombe sur 198. Donc, en fait, j'ai bien la valeur là. Maintenant, si je prends 828, si je reprends ici, 828, alors je ne l'ai pas, le 828, c'est ce que je voulais vous montrer. Bah là, je ne l'ai pas. Donc ça, c'est un cas où finalement, je n'ai pas la valeur, donc je ne peux pas aller lire le equal row. Bah, qu'est-ce que va faire SQL Server? Il va venir chercher la valeur ici, il va déterminer ici la valeur moyenne de données par valeur distincte dans l'étape. Donc les 36 et quelques que j'ai ici, et si je regarde là, bah, vous pouvez voir que j'ai bien les 36 et quelques, d'accord? Et vous avez la même chose. Alors sur les critères d'inégalité, il va aller chercher dans la statistique, là, ça je vous le fais rapidement parce qu'on ne va pas avoir le temps sinon. 741, en fait, en gros, il va venir ici, il va prendre ça et il va remonter tout là. Ici, il va prendre les valeurs égales et les valeurs moyennes hors la borne supérieure qui est ici. Donc là, je vous ai fait. Alors ça, c'est bien d'avoir justement le système DB Stat histogramme parce que ça vous permet de faire ce genre de calcul. Bah, la borne, c'est celle-ci. Et si je veux avoir le nombre de lignes, bah voilà, je sais que ça sera le nombre de lignes qui va estimer, c'est 13 223. Et si je regarde là rapidement, effectivement, j'ai 13 223. Je ne suis pas trop mauvais encore, ça va. Donc voilà, ça c'est pour, je vais arrêter la démonstration ici. Donc ça c'était pour comment la façon dont l'optimiseur utilise les statistiques. Ça c'est important parce qu'en fonction de votre charge de travail, bah allez, et pour votre maintenance de statistiques, c'est important. Parce que si vous commencez à vouloir faire des statistiques, enfin des updates full scan sur vos statistiques pour pouvoir avoir un histogramme tout joli, finalement votre workload il est orienté vecteur de densité, peut-être que ça ne va pas valoir le coup d'utiliser un full scan. On a des workloads qui sont typiques de jeux. Je crois que c'est Dynamics en fait qui utilise un trace flag qui permet de désactiver justement le paramètre sniffing et qui se base uniquement sur les vecteurs de densité parce que en tout cas, la distribution des valeurs est telle que ça ne sert à rien d'avoir ce genre de comportement. Bah, voilà, vous avez une idée un petit peu de comment vous allez maintenir vos stats. Le nouvel estimateur de cardinalité. Un rapide mot parce que finalement, alors j'avais plein de démos à vous montrer ici, mais au final, c'est une session qui est orientée maintenance des stats. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est que ça ne va pas changer drastiquement la manière dont vous allez maintenir vos stats. Il faut avoir une maintenance des stats. C'est d'autant plus important avec le nouvel estimateur de cardinalité.
Alors, le nouvel estimateur de cardinalité, rapidement, c'est fait pour quoi? C'est fait, c'est arrivé avec SQL Server 2014, si je ne me trompe pas, ou 2012, je ne m'en souviens plus, je crois que c'est 2012. Et puis, c'est venu gommer les problèmes liés à l'ancien estimateur de cardinalité, qui se basait sur l'hypothèse que toute la distribution des données dans vos tables était de toute façon homogène. On sait aujourd'hui que ce n'est pas forcément le cas. On a des workloads qui ne sont pas du tout répartis de cette manière-là. Et on avait quelque chose qui était monolithique. Et qui dit monolithique dit difficulté à maintenir l'application qui est l'estimateur de cardinalité. Si vous modifiez quelque chose, vous avez forcément des campagnes de régression pour voir si vous n'avez pas des problématiques de ce côté-là. Donc aujourd'hui, ils sont sur des architectures un peu plus tendance avec des orientés services ou microservices, comme on peut entendre beaucoup en ce moment, qui permettent justement d'avoir des campagnes de release qui sont beaucoup plus rapides et qui se focalisent sur des modules et qui n'impactent pas toute l'application. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc maintenant, c'est modulaire avec ce qu'on appelle des calculateurs. Je vais vous montrer quelques exemples. Et en fonction des calculateurs que vous allez utiliser pour faire l'estimation, Microsoft peut les corriger plus ou moins rapidement. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, qui dit nouvelle estimation, dit aussi potentiellement régression. Aujourd'hui, en fait, ce que Microsoft voulait faire, c'était globalement ça. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'ils ont présenté, je ne l'ai pas inventé. C'était finalement de lisser un peu la surface de coût, d'avoir que vous voyez qu'ici, vous avez cette grande montagne, finalement, qui est beaucoup plus vous avez une surface plane qui est beaucoup moins importante ici, et là, vous avez une surface plane qui est plus importante, donc une surface de coût qui est moins importante, ça c'est bien. Et là, vous avez pour le même, finalement, vous avez ça c'est le nombre de plans générés en fonction de l'évolution de vos données. Vous voyez que c'est un peu plus lisse avec le nouveau CE, et ça globalement, donc c'est beaucoup plus moins de changements et beaucoup plus prédictible. Donc c'est globalement ce qu'ils ont voulu faire en fidélisant ce qu'on appelle le modèle sur les principes d'uniformité, de dire toutes les données ne sont pas uniformes, d'indépendance, ça je vais vous le montrer avec une gestion différente de la combinaison des densités de paramètres dans les filtres. En gros, quand vous faites un where prédicat égale quelque chose, n prédicat égale quelque chose, n prédicat égale quelque chose, on ne va plus assumer que les informations sont indépendantes, mais qu'il y a une certaine relation entre elles. Et le confinement, ça c'est beaucoup utilisé pour les jointures. Voilà. On va avoir une façon d'évaluer les jointures qui va être différente. Du moins, c'est l'estimateur qui va le faire. Pour revenir en arrière, parce que si vous avez quelque chose qui régresse même avec le nouvel estimateur qui était bien avec l'ancien, vous avez vous pouvez revenir en mode de compatibilité qui va bien, mais ça revient à changer pour toute la base. Vous avez des query trace on qui permettent avec des trace flags, 2312 pour forcer le nouveau CE ou une 9480 pour l'ancien. Ça, ou vous avez des hints que je vous montrais tout à l'heure. Le problème du query trace on, c'est que globalement, ça c'était bien, hein, mais ça demande des privilèges relativement élevés. Et vous ne pouvez pas forcément changer vos requêtes de cette manière-là, enfin changer en tout cas, recompromettre votre sécurité par rapport à ça. Vous voyez, mais maintenant on a des hints qui permettent de faire ça avec moins de droits. Et vous avez un événement, le Query Optimizer Estimate Cardinality, qui vous permettent finalement de voir un petit peu ces fameux calculateurs. Moi, je vais utiliser autre chose ici. Alors ça, je ne vais pas vous faire la démonstration du query trace on qui ne fonctionne pas quand vous n'avez pas des privilèges assez élevés. Donc, je vous laisserai faire. Mais ça, par contre, c'est intéressant. Justement, c'est intéressant aujourd'hui parce que vous pouvez utiliser ça, le Using Force Legacy Cardinality Estimation. Ça ne vous demande pas beaucoup de droits et ça permet de forcer le moteur à utiliser l'ancien modèle. D'accord? C'est ce qu'on va faire ici. On va faire ça et je vais faire ça. Alors pour cette requête, comme je vous disais, là c'est pour tout ce qui est prédicat multiple, donc le principe d'indépendance. Et là, on ne va pas utiliser justement l'indépendance. Alors qu'est-ce que va faire l'estimateur sur oui, il faut juste que je me mette sur la bonne base. Voilà. Vous voyez qu'ici, il va estimer un nombre de lignes à 2669 et quelques. Et si je prends le nouvel estimateur, donc là, je vais simplement activer un trace flag qui me permet de faire exactement ce que fait l'événement étendu, c'est-à-dire de voir un petit peu les calculateurs qui sont utilisés dans les étapes logiques.
Donc là, vous voyez qu'ici, il va m'estimer 3537. Et on voit qu'ici, ça c'est intéressant, dans le justement, il va utiliser ça c'est un calculateur. Et il va utiliser ce qu'on appelle un algorithme exponential back-off pour combiner les filtres. Voilà, du coup, alors il va combiner quoi? En fait, finalement, ici, l'ancien estimateur, il va finalement comme, appliquer le principe d'indépendance et multiplier les densités des deux prédicats qui sont ici. Donc en fait, il va utiliser ces deux statistiques-là. Donc je ne sais pas si on peut le voir là. Rapidement, vous voyez qu'ici, vous pouvez maintenant aller voir directement les statistiques qui sont utilisées pendant par l'optimiseur SQL directement dans les propriétés du plan. Ça, c'est vraiment super. Donc ça, c'est arrivé avec 2017. Je crois qu'on peut le faire avec 2016. Mais voilà. Donc du coup, ça va utiliser ces deux statistiques-là, forcément liées à la colonne sur Product ID. Et ça, c'est une statistique sur une colonne qui n'est pas indexée. Pour cette valeur-là. Donc en fait, ce qu'il va faire, tout simplement, il va aller regarder ici, alors la valeur c'était, je ne sais plus, c'était 870. Donc il va aller regarder là, il va prendre cette valeur-là, et pour l'unit price, il va prendre cette valeur-là. Voilà, je vous ai fait le calcul ici. Il va calculer la densité pour les deux colonnes. Il va multiplier les densités et multiplier par le nombre de lignes. Ça, c'est la façon de faire de l'ancien estimateur. Donc, on se retrouve avec notre fameux 2669, d'accord? Donc là, on a un principe complètement d'indépendance. Avec le nouveau CE, il va prendre exactement les mêmes densités, mais il va finalement favoriser la colonne qui est la plus sélective et donner moins d'importance aux colonnes qui sont moins sélectives, en appliquant finalement là, une puissance. Alors là, j'ai qu'une seule valeur, c'est puissance 1,5. Si j'avais plusieurs prédicats, ça serait puissance 1,5, puissance 1 quart, puissance 1 huitième, etc., en fonction de la sélectivité. Et là, effectivement, ça va vous donner ici ce qu'on appelle, ça c'est l'exponential back-off, ça va donner ce nombre de lignes-là. Et ce nombre de lignes-là est beaucoup plus correct dans mon cas parce qu'il se rapproche, le nombre réel, c'est à peu près 4000 lignes de retrouver en réel, donc on se rapproche de plus de la réalité à ce niveau-là. Ensuite, on a aussi ce problème que vient régler le nouvel estimateur de cardinalité, c'est le problème de clés ascendantes descendantes. Donc en gros, vous avez des données qui sont introduites, qui peuvent être introduites de manière monotone dans votre table, mais qui ne sont pas représentées dans l'histogramme. D'accord? Donc si je le fais ça rapidement, je fais ici. Donc vous voyez qu'ici, je m'arrête par exemple à 2008-07. Je vais insérer 50 valeurs avec du 2014, mais je n'ai pas eu de mise à jour de stats ici. Et ici, tout simplement, je m'arrête toujours à 2008-07. Donc comment il fait? Comment le moteur fait ici quand je veux avoir cette valeur? Comment il estime le nombre de lignes? Si je prends l'ancien modèle, il va me dire j'ai une valeur. Mais ce n'est pas forcément le cas. Vous voyez que ici, j'ai 50 lignes, mais si j'avais 10 millions de lignes, ça ne représentait pas c'était pas la bonne réalité. Maintenant, si je laisse faire le nouvel estimateur de cardinalité, donc là, il va me dire que j'ai 27 lignes qui correspondent plus à ce que j'ai mis. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ici? Tout simplement, il va prendre un calculateur. Alors, il va commencer à aller regarder dans l'histogramme et va regarder dans ce qui existe, en gros, ce que ça veut dire ici. Mais là, il dit que non, c'est pas possible, la valeur n'existe pas. Donc, en fait, il va replanifier et il va utiliser un calculateur spécifique justement pour ce type de problème. Et il va se baser finalement sur la fréquence moyenne de valeurs pour chaque occurrence distincte dans l'histogramme. D'accord? Donc, il va vous donner une sélectivité et une cardinalité qui est ici. Alors, je ne vais pas forcément vous faire le calcul là, parce que moi, je tombe sur un arrondi qui est relativement proche. Il faudrait, mais bon, peut-être dans une session un peu plus deep dive, on pourrait faire ce genre de choses-là. Mais voyez un petit peu comment l'estimateur réagit à ce niveau-là. Donc ça, bon, alors,
effectivement, le nouvel estimateur de cardinalité, il va regarder vos statistiques, enfin, il va les appréhender de manière différente, mais la base, elle est là. Vous devez avoir des statistiques qui sont à jour, même avec le nouvel estimateur de cardinalité. D'accord? Donc, là, ben, on peut se poser la question, finalement, est-ce qu'on ne laisserait pas faire le moteur avec des mises à jour automatiques, les mises à jour automatiques qui se basent sur un certain algorithme, puis je vais vous expliquer ça juste après. Donc, je vais vous faire une petite démo ici. Pourquoi, en fait, ça peut être nécessaire de le faire à la main. Voilà. Donc, je vais laisser tourner le... Alors ça, c'est un use case qui est assez, un scénario qui est assez classique, et c'est ce qu'on a eu en plus chez nous. En fait, une activité en fait qui est assez constante pendant un moment, et puis bah voilà, nous on a eu le Covid qui est arrivé chez nous. Et bon bah le Covid, c'est pas forcément ça n'a pas été bien pour tout le monde, mais il y a aussi des gagnants. Et nous effectivement, malheureusement ou heureusement, on a été gagnant. On a vu l'activité de commandes en ligne qui a explosé. Bah, on peut typiquement se retrouver avec ce genre de choses-là. Par exemple, l'activité, on se retrouve à avoir une distribution de données qui devient complètement hétérogène. D'accord? Voilà, j'ai un peu exacerbé le truc, mais c'est pas aussi évident chez nous, hein. Mais ça permet finalement de vous faire la démo. Mais vous verrez tout à l'heure que c'est important. Je vais simplement passer à quelque chose d'autre. Alors, j'ai simplement anticipé ici, le temps que la démo se termine, ici. Donc, en fait, vous avez plusieurs façons de faire. Si vous pouvez vous baser sur ce que je vous disais, sur la mise à jour auto. C'est le moteur qui se débrouille. Dans ce cas-là, bah, vous allez utiliser les options auto-update statistique ou auto-update statistique async. Là, il y a pas, je ne veux pas forcément faire de débat sur utiliser la synchrone ou le synchrone. À vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Moi c'est vrai que j'ai plus tendance à faire de la mise à jour synchrone. Même si je bloque ma requête pendant un moment, je veux que ma requête utilise le bon résultat. Alors que la synchrone, effectivement, vous allez laisser passer votre requête qui va utiliser peut-être un mauvais plan en fonction de la nouvelle distribution de données, mais vous n'allez pas être bloqué. Ce sera la prochaine requête qui utilisera le bon plan. Bon, à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors, l'algorithme par défaut, en tout cas jusqu'à SQL Server 2016 et le mode de compatibilité 130, c'était les 500 premières lignes, et ensuite c'était 20% plus 500 plus les 500 premières lignes, 20% de la table. Pour les tables temporaires, c'était les 6 premières lignes. Après, on a adopté exactement le même algorithme. Et ça, le problème, c'est que ça générait ce genre de scénario-là. Je vous l'ai mis ici. Qu'est-ce que ça va vous donner? Ça veut dire qu'à un moment donné, plus votre base de données, plus votre table va être volumineuse, et plus vous allez avoir une mise à jour de statistiques qui va être de moins en moins fréquente. Alors, est arrivé le TraceFlag 2371 et qui permet finalement de lisser un petit peu en gros tout ça et de dire qui va s'adapter finalement au niveau, en fonction de la volumétrie de votre table. D'accord? Vous allez avoir une mise à jour qui reste constante, un taux de mise à jour qui reste constant. Donc ça, c'est valable en 2016, ça s'est apparu avec 2008 R2, c'est valable, il faut mettre ce trace flag avant 2016, et si vous n'êtes pas en mode de compatibilité 130, donc 2016, vous devez quand même mettre le trace flag, sinon vous n'avez plus besoin, c'est par défaut. Vous avez un algorithme qui est amélioré, ça utilise cet algorithme-là, et qui est utilisé justement on va parler des plans de maintenance après, les plans de maintenance de Ola Alan Green utilisent ce type d'algorithme pour mettre à jour vos statistiques. Donc ça, après, vous allez... Alors, si je reviens sur ma démo, vous voyez que c'est fini. Donc là, mon workload a augmenté. Et ici, d'un coup, voilà, il s'est mis à décroître parce que effectivement, les gens sont redevenus raisonnables. C'est plus la panique. Et donc, en fait, on revient à une charge un peu plus constante, mais qui est quand même en augmentation par rapport au départ. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Effectivement, j'ai eu une mise à jour des statistiques qui est passée. Vous voyez que tout ce qui est 2016-10, octobre et novembre, je ne les ai pas. Ça, c'était octobre, novembre et décembre. Je ne me rappelle plus. En tout cas, décembre, vous ne l'avez pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Si j'utilise l'ancien estimateur, je crois que j'ai mis les deux. Non, je n'ai pas mis les deux lignes. Ça, si j'utilise l'ancien estimateur, qu'est-ce qu'il va me donner? Alors, il va me dire, forcément, j'ai un indexique, parce qu'il va m'estimer un nombre de lignes à 1. D'accord? Forcément, je vais avoir un nested loop ici. Parce que lui, il va dire, oui, pour une ligne, je peux utiliser un indexique et je peux utiliser quelque chose qui est efficient avec très peu de lignes, c'est-à-dire un nested loop.
D'accord? Maintenant, si je prends le nouvel estimateur de cardinalité, il va me dire, ah, c'est mieux, parce qu'il va m'estimer un nombre de lignes ici qui est beaucoup plus important, qui est plus proche de la réalité en tout cas, ici, et il va utiliser un merge. Mais par contre, qui dit merge, dit, bah, je dois avoir des données qui sont triées en entrée pour pouvoir faire l'opération de merge. Donc là, pour un index, j'ai directement les données dans l'ordre, mais pour mon index aussi qui me concerne ici, pour la table Sales Order 2, Order Header 2, en fait, je suis obligé de faire un sort pour trier mes données avant de le donner au merge, d'accord? Maintenant, si je fais ça, maintenant je prends l'exécution en réel. Donc là, c'est vraiment. Alors là, je n'ai pas de données, c'est pas très grave, mais vous voyez qu'ici, ça va me donner ce genre de choses-là. Le sort, en fait, bah forcément, comme j'ai pas un nombre de le nombre de lignes estimé est plus faible que le nombre de lignes réelles, bah forcément, bah les opérateurs bah, le sortent. En fait, c'est un opérateur qui requiert de la mémoire. On va avoir ce qu'on appelle du grant memory. Et si cette mémoire que vous devez octroyer, elle n'est pas suffisante par rapport à l'estimation, parce que SQL Server, concrètement, va utiliser votre cardinalité pour estimer la mémoire que va devoir utiliser votre opérateur ici. Donc, si elle n'est pas suffisante, bah, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais spiler dans TMDB. D'accord? Donc là, je vais mettre 48 pages dans TMDB et quand j'en aurai besoin, je vais les remonter en mémoire et peut-être que je vais faire ça plusieurs fois. Ici, je le fais normalement qu'une fois parce que j'ai un level 1. D'accord? Si j'avais level 2, level 3, etc., j'aurais peut-être plusieurs allers-retours. Donc ça, bah, globalement, bah, ça peut vous poser des problèmes en fonction de la volumétrie que vous avez. Donc le seul David, moyen. Oui, juste pour info, il te reste un gros quart d'heure. oui, merci. Donc bah ici, si vous faites un update statistique à la manière de l'optimiseur avec l'échantillonnage par défaut, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça ne va pas du tout résoudre mon problème parce que j'ai toujours pas ma valeur représentée dans l'histogramme, donc je vais me retrouver avec le même problème. La seule façon que j'ai de faire, c'est potentiellement de le faire manuellement. Ici, voilà, j'utilise un sample à 60%, et bah, vous voyez qu'ici, ici j'ai effectivement mon histogramme qui représente, enfin ma valeur qui est représentée dans l'histogramme, et là, ça va être beaucoup mieux. Beaucoup mieux si je prends mes deux méthodes. Ici, bah, je vais avoir finalement un index peut-être potentiellement SIG, mais je n'aurai certainement pas un nested loop comme au départ. J'aurai un vrai hash match qui est beaucoup plus qui est adapté à la situation ici. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Bah, pourquoi potentiellement ça peut valoir le coup de le faire de manière manuelle. Alors quand vous le faites de façon manuelle, bah, vous avez la mise à jour des statistiques. Ça veut dire soit vous le faites un rebuild d'index et ça met à jour vos statistiques, ça vous recrée votre objet statistique en full scan, soit vous faites un update statistique par vous-même, et là, c'est à vous de voir, le taux d'échantillonnage que vous voulez mettre. À quelle fréquence? Ça, c'est la grosse question. Est-ce que je le fais une fois par jour? Est-ce que je fais une fois par semaine, une fois par mois? Bah, ça, c'est à vous de le voir. Il faut monitorer tout ça. Il faut voir. Alors, vous avez la méthode. Vous pouvez partir d'une méthode globale qui dit bah, je le fais une fois par jour, je regarde ce qui se passe, ou une fois par semaine, et je regarde si j'ai pas des régressions. Alors, le problème de ça, finalement, c'est de trouver le bon curseur. Si vous le faites trop souvent, vous risquez d'avoir des statistiques qui sont à jour, et vous allez avoir une surconsommation des ressources liées forcément à votre opération de statistique, parce que vous allez consommer de la CPU, de la mémoire peut-être, et de l'IO, parce que vous allez lire tout ça. Vous allez potentiellement aussi générer des problèmes de recompilation, parce que vous allez invalider certainement des plans d'exécution, puisque vous mettez à jour des statistiques. Et vous allez peut-être vous retrouver avoir plus d'effets négatifs que positifs. Là, par exemple, le genre de choses que vous pouvez avoir avec le parameter sniffing, quand vous allez, SQL Server va sniffer vos valeurs d'entrée pour pouvoir créer les plans d'exécution. Bah, par exemple, c'est ce que j'ai là. Moi, c'est quelque chose que j'ai chez moi. On le fait une fois par jour. Alors, ça ne veut pas dire qu'on met à jour une fois par jour les statistiques, mais globalement, si en fonction du taux d'échantillonnage qu'on a choisi, bah, du taux de modification, bah, on a forcément des statistiques qui se mettent à jour plus souvent que d'autres. Bah, vous voyez qu'ici, alors ça, j'ai utilisé le Query Store. Donc, Nicolas vous en parlera très certainement mieux que moi tout à l'heure pendant sa session. Bah là, pendant toute la semaine, par exemple, pour cette requête, après, bah, j'ai un plan d'exécution, j'ai plusieurs plans d'exécution, mais qui sont relativement stables. Et d'un coup, je me suis retrouvé à avoir un plan
plan d'exécution, parce que j'ai une valeur qui est une valeur parmi tant d'autres qui a produit un plan d'exécution qui n'était pas, ce plan d'exécution-là n'était pas suffisamment performant pour les exécutions suivantes, pour les autres valeurs pendant la journée. Donc on s'est retrouvé à avoir finalement une exécution beaucoup plus longue pendant la journée. Et la mise à jour des statistiques suivantes, finalement, je me suis retrouvé à avoir une valeur qui correspondait à une valeur qui est fréquemment utilisée pendant la journée et qui finalement m'a fait retomber le temps d'exécution à quelque chose de plus probant. D'accord? Donc en fait, quand vous mettez à jour vos statistiques, c'est le genre de problème que vous pouvez avoir. Il faut faire gaffe à ça. Alors, vous pouvez utiliser soit les plans de maintenance SQL Server, les plans de maintenance SQL Server, ça vous donne ça. Le problème des plans de maintenance, c'est que c'est du tout ou rien, c'est soit toutes les statistiques, soit les colonnes statistiques only. Enfin, vous pouvez composer avec plusieurs tâches, bien entendu, mais le problème, c'est soit vous faites un full scan, soit vous avez un taux d'échantillonnage, mais pour toutes vos statistiques. Donc c'est un peu le marteau. Moi, j'aime pas trop ça, je l'utilise plus trop. Après, vous avez l'update stats. Alors, l'update stats, c'est un peu plus intelligent. Par contre, parce qu'il va le ROM mode CTR, donc en fait, il va regarder le taux de modification à la ligne. Là, maintenant, c'est le call mode CTR, c'est plus le ROM mode CTR. Donc, c'est le taux de modification à la colonne. On regarde que les valeurs clés de la colonne, dans l'index ou dans la statistique, en tout cas. Et il va mettre à jour. Le problème de ça, c'est que ça peut être complètement... admettons que vous fassiez un rebuild d'index. Votre rebuild d'index, vous le fassiez avec un taux d'échantillonnage avec du full scan, parce que vous voulez avoir un histogramme hyper précis, vous avez beaucoup de volumétrie, etc. Si vous laissez passer l'update stat derrière, comme ça, vous avez eu entre-temps en fait une modification de vos données entre votre rebuild et votre update statistique. Votre update stat ici, il va complètement détruire ce qu'a fait votre rebuild, c'est-à-dire utiliser le taux d'échantillonnage par défaut, et ça va peut-être pas forcément correspondre à votre besoin. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'utilise. Nous, j'utilise personnellement, ça c'est un truc qui est hyper connu, qui est utilisé par beaucoup de DBA sous SQL Server, les solutions d'Ola Allen Green. Donc lui, si vous regardez un petit peu ce que fait son index optimize, il fait quelque chose d'un peu plus intelligent. Il va soit regarder le taux de modification dans la table. Alors le taux de modification, ça ne veut pas dire le nombre de lignes le nombre de lignes qui ont été modifiées, ça peut être la même ligne modifiée plusieurs fois, et qui va correspondre à un certain niveau que vous avez mis, où il va utiliser l'algorithme utilisé par SQL Server avec le traceback 2371. En fonction, si votre taux de modification il est trop haut, il va d'abord utiliser justement l'algorithme. Ça, ce qui est pas mal avec les scripts d'Ola. Moi, c'est globalement ce que j'utilise par exemple pour le daily. Pour le daily, en fait, on va simplement exclure les tables partitionnées. On a un problème avec les plans d'Ola, c'est les tables partitionnées ne supportent pas le neurocompute. Ils génèrent une erreur. Donc, en fait, on exclut les tables partitionnées, on vient définir le nombre de cœurs utilisés pour l'opération, et vous voyez qu'ici, vous avez ce genre de choses-là. En fait, on a toutes les tables, sauf les tables partitionnées. On va utiliser le taux de modification qui est à 20, ou sinon, à 20, qui correspond à 20% du taux de modification, ou on utilise l'algorithme optimisé de SQL Server, on log dans les tables. Après, vous avez tout un tas de choses ici que vous pouvez mettre en plus, mais je ne rentre pas dans le détail. En tout cas, c'est suffisamment customisable pour répondre à votre besoin. Alors David, je te fais un petit décompte, il reste 10 minutes. Et garde-nous quelques minutes pour... J'ai 2 questions en tout cas qui ont été Ça posées. marche. J'attends 10 vers la minutes, fin c'est pour que bien. je Je pose. suis pas si loin. Je suis pas Super. si loin. Ok, donc derrière, dans tout cas, quel que soit l'outil que vous allez utiliser, vous allez faire un update stat. Et l'idée, c'est de regarder un petit peu ce que fait l'update stat et quel est le taux d'échantillonnage que vous allez utiliser. Donc là, pour ça, je vais créer une session d'événements étendue qui va simplement récupérer le post-execution profile, en gros le plan d'exécution que votre requête va utiliser. Et moi, je voudrais aller voir un petit peu ce que lance l'update stat derrière. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc, je vais prendre la table Big Transaction History, qui est censée être une grosse table. Enfin, une grosse table, oui, il y a quelques millions d'enregistrements, elle fait 2 gigas cette table. Donc, je vais lancer ici rapidement, parce que je ne vais pas avoir le temps de vous montrer tout. Voilà. Je vais utiliser le Watch Live Data. Ça, c'est mon drame, je cours toujours après le temps pendant les sessions, j'ai trop de choses à vous montrer. Alors, si je fais un update statistique avec le taux d'échantillonnage par défaut, là, SQL Server, il va être hyper rapide parce que ce taux d'échantillonnage, cet algorithme,
par défaut, il a été designé tout simplement pour limiter l'impact sur les ressources en fonction de la volumétrie. En gros, plus vous allez avoir de volume, plus vous allez avoir de lignes, moins vous allez avoir de lignes échantillonnées. Alors ça peut être bien, dans beaucoup de cas, mais par contre, vous allez avoir une statistique qui sera moins précise au fur et à mesure du temps, d'accord? Et au niveau de l'histogramme, vous voyez qu'ici, bon, vous avez tout un tas, vous avez 190 étapes avec des valeurs arrondies ici, ok. Ensuite, vous pouvez utiliser du sample. Si vous utilisez du sample, faites attention, je ne vais pas vous faire la démo ici, mais si vous êtes avant 2016, le sample va être peut-être potentiellement moins performant qu'un full scan. Pourquoi? Parce que le sample va utiliser un max dop à 1, il va forcer un plan sérialisé, alors que le full scan, ça va être un plan qui peut être potentiellement parallélisé. Ici, par exemple, sur ma démo, j'ai 28 secondes en sample 60, et j'ai 16 secondes en full scan. Donc c'est quand même dommage dans ce cas-là de ne pas faire un full scan, d'accord? Par contre, si vous êtes en niveau, je me suis remis en niveau de compatibilité SQL Server 2019, le sample à 60, il repasse à 19 secondes parce qu'il va utiliser le max dop qui est configuré sur ma machine. Là, j'ai 4 processeurs disponibles. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'était ici. Alors, si je fais en fonction du type de statistiques que vous allez utiliser, vous allez mettre à jour, ça va vous prendre plus ou moins de ressources et plus ou moins de temps. Si vous êtes sur une clé cluster de primary key, etc., il va suivre l'index, il n'y aura pas de souci et ça va être relativement performant. Je veux dire, en tout cas, vous allez consommer, ça va être la solution peut-être la plus efficiente, d'accord? Ici, ça va durer à peu près 14 secondes. Alors, je suis déjà à 20 secondes. L'effet démo, c'est super. Et puis là, je vais lancer ça en attendant. Là, je suis sur une statistique de colonne qui n'est pas indexée. Et ça va me prendre du temps. Ça va me prendre du temps. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que, alors ça, déjà, dans un premier temps, c'est pas les sémaphores que je vais vous montrer parce que je vais aller un petit peu plus vite. Parce qu'il me reste 10 minutes. 10 minutes, c'est quand même chaud. Voilà. 5 minutes en fait. Mais, Ouais, 5 minutes, voilà. on Ça, en aura quelques-unes en plus. Ouais, on va ok. légèrement dépasser. Donc du coup, en fait, voilà. En fait, pour votre update statistique, vous allez avoir, en gros, j'anticipe un peu, vous allez lire la clé la clé primaire, mais vous allez devoir trier autrement parce que vous êtes sur une colonne. Je ne sais plus quelle est la colonne. Je crois que c'est une date ou un truc comme ça. Donc vous allez devoir trier. SQL Server, il va d'abord trier la table en fonction de la date pour pouvoir après construire le fameux histogramme qu'on a vu tout à l'heure. Pour ça, il lui faut de la mémoire. Donc, je vous passe le calcul, mais globalement, en gros, il va lui falloir à peu près 2 gigas de mémoire ici pour pouvoir travailler. Ça, peut-être que on fera peut-être une session à part pour regarder toutes ces histoires de memory grant, etc., comment les calculer, comment SQL Server fait pour utiliser les ressources sémaphores. Parce que, en fait, en gros, votre requête, elle passe toujours par des sémaphores pour savoir si elle a besoin de mémoire. Elle rentre dans une file d'attente et dans une file d'attente pour savoir si elle peut s'exécuter ou non. Si la mémoire est octroyée immédiatement, votre requête, elle s'exécute. Sinon, votre requête, elle attend. Et plus votre requête, elle est coûteuse, plus elle se retrouve dans une file d'attente, une file d'attente de sémaphore, en fait, qui va être assez restrictif. En fait, plus votre requête, elle est coûteuse, moins vous allez potentiellement, elle sera moins prioritaire par rapport aux autres et vous allez pouvoir en lancer en parallèle beaucoup moins. D'accord? Donc vous allez vous retrouver avec le fameux ressource sémaphore qu'on peut retrouver de temps en temps dans les types d'attente. D'accord? Donc là, c'est ce que j'ai ici. Par exemple, ça, c'est mon update stat, le update statistique, machin. Vous voyez ici, alors ça, c'est ce que ça va vous lancer. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'était ça. Vous voyez ici, alors l'information qui est importante, alors le statman, c'est ce qui va, je suppose que c'est stat manager, c'est pas documenté, mais en fait c'est ce qui va venir constituer votre statistique en lisant les données de votre table. Et ici, c'était la quantité, c'était la quantité. La première chose à regarder, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Les statistiques ne sont pas bloquantes, ça fait du read and committed. Par contre, ça peut vous manger de la ressource, d'accord? Et vous faites un order by. Alors, le fameux order by SC0, l'order by SC0, c'est la quantité ici. Donc là, bien sûr, je suis parallélisé, pas de souci. Ça va vous donner un plan d'exécution tel quel. Tel quel qui est ici. Et vous voyez, ici, voilà, votre opération de tri, elle va se piler dans TMDB.
Forcément, parce que vous n'allez pas avoir assez de mémoire. Parce qu'idéalement, vous devez avoir 4 gigas. En fait, ils demandent globalement 3 gigas 7 pour faire ça en mémoire. Bah, vous ne pourrez jamais avoir 3 gigas 7. En fait, ce qui vous a été octroyé, c'est 2,2 gigas. Et bah, globalement, vous avez de grandes chances de spiler dans TMDB. Donc, là, effectivement, les updates statistiques peuvent prendre de la ressource dans TMDB. Quand on dit que l'update stat peut utiliser TMDB, bah, c'est vrai. En fonction de l'opération que vous avez, vous pouvez spiler dans TMDB. Donc, il me reste 3 minutes, je crois, si je vois bien. Donc, du coup, ce que je voulais vous montrer, alors je vais vous passer l'update incrémental. Alors, les statistiques, alors ça, c'est dans le cas ce qu'on appelle des tables à forte volumétrie, d'accord? Vous avez souvent ces problèmes à ce niveau-là. Si vous avez beaucoup de statistiques à maintenir dans des grandes tables, bah, c'est là où ça va vous prendre du temps. Et c'est là, globalement, où moi, j'ai eu quelques expériences clients où on a dû ruser ou utiliser certaines fonctionnalités un petit peu spécifiques pour pouvoir diminuer le temps de maintenance. D'accord. Bah, pour ça, on peut utiliser, par exemple, si vous avez une table partitionnée, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les incrémentales statistiques. Alors, les incrémentales statistiques, simplement pour vous montrer, bah, c'est quelque chose, là, j'ai déjà créé. Alors, par défaut, ce n'est pas activé, vous pouvez l'activer. Par exemple, s'il doit créer une statistique à la colonne, auto-générer une statistique, qu'il a créée de manière incrémentale sur une table partitionnée. Donc, vous voyez qu'ici, ma stat, ah bah non, je ne l'ai pas créé ici. Ça, c'est bête. Bah, c'est pas grave, je ne vais pas la créer non plus ici. Alors, ce que je voulais vous montrer, bah, je ne vais pas pouvoir vous montrer, je vais vous le montrer pas sous forme de démo, mais ça vous permet finalement d'avoir une statistique. Vous allez avoir un objet statistique par partition. Donc ça va être bien, parce que quand vous allez faire votre maintenance, si vous focalisez à votre partition, vous pouvez faire du with resample sur la partition et vous n'allez rebuilder que la partition concernée, l'objet de statistique à la partition. Après, vous avez un objet global de statistique où l'histogramme va être mergé. Le problème, c'est que ça va beaucoup servir à la maintenance, mais peu à l'optimiseur, en tout cas moins, parce qu'en fait, du coup, vous allez avoir toujours en gros un objet statistique par table avec 200 étapes au lieu d'avoir, et l'optimiseur ne va pas pouvoir utiliser l'objet de statistique par partition qui va avoir ces 200 étapes d'histogramme, d'accord? Donc ça, c'est vrai que ça permet de faire ça. Après, vous pouvez, si vous ne pouvez pas partitionner, vous pouvez commencer à faire des choses en parallèle. Ça, c'est arrivé avec SQL Server 2016, où ça a été backporté en tout cas. Je sais que c'est possible avec 2014, c'est un certain niveau de SP, de Cumulative Update. Et après, avec 2016 et 2017 et 2019 de la même manière. C'est ce trace flag-là. Alors, comment ça fonctionne? Ça, je vais vous le montrer rapidement en démo. Bah, vous faites, en gros, voilà, j'ai une table Big Transaction History 3 avec un nombre de statistiques qui est relativement important. De base, moi, ça m'a pris 12 minutes. Maintenant, je peux lui dire, pour cette table-là, tu me fais ça en parallèle. Tu me fais 3 statistiques par 3 statistiques. D'accord? C'est ce que je lui fais là. Et quand vous faites ça, parce que le trace flag ici change le comportement du moteur, en fait, à la base, vous aviez un object update stats. Cet objet-là était en exclusif. Donc, ça veut dire que si vous lanciez vos trois updates statistiques en parallèle, à un moment donné, vous étiez bloqué parce que vous aviez ce X qui était là. Donc, en fait, la mise à jour se faisait séquentiellement dans tous les cas. Maintenant, vous avez un metadata state uniquement, le X est tombé, vous avez un update, donc ça veut dire que, en tout cas, le travail peut se faire en parallèle et la mise à jour, en tout cas, l'étape finale peut se faire, derrière, se fera de manière séquentielle, mais en tout cas, vous pouvez travailler en parallèle. Le problème de ça, il faut faire attention, parce que qui dit faire des choses en parallèle, dit qu'il faut avoir un stockage qui va bien avec ça. Et il faut, un stockage, en tout cas les ressources qui vont bien avec ça, sinon vous n'aurez pas plus d'avantages à utiliser ça. Et si vous utilisez trop de jobs en même temps, vous risquez d'avoir des ressources sémaphores. Vous avez vu, tout à l'heure, je devais avoir 2 gigas pour updater ma stat en full scan. Si j'en mets 3, ça fera 3 fois 2, ça fera 6 gigas. En fonction du maximum que vous avez configuré, vous risquez d'avoir des requêtes qui vont rester en attente parce qu'elles n'auront pas de mémoire pour travailler. D'accord? Et enfin, je termine avec ça, Rudy, rapidement. Oui, je te propose que garde quelques minutes pour les questions encore. Ça marche. Voilà, ça sera simplement pour le monitoring. Le monitoring, ça vous permet d'aller. Alors,
moi, j'utilise, c'est quelque chose que j'utilise de chez moi, je vais vous directement. Alors, ça, c'est la query que j'utilise. En fait, globalement, l'idée, c'est d'aller récupérer les statistiques qui vous intéressent. Moi, on se focalise aux tables partitionnées, aux grosses tables. Et ensuite, on va lire dans les plans d'exécution les statistiques en fait, qui ont été utilisées par les plans. Bah, ça, vous avez une propriété qui est ici, Optimizer Stat Usage. Ou sinon, il faut activer le trace flag, je ne sais pas si je l'ai mis là, 8666 qui permet d'avoir la fameuse section debug info avec un track info où vous avez les statistiques qui sont utilisées. Bah, une fois que vous avez fait ça, bah, il suffit finalement de faire une soustraction entre les statistiques que vous avez dans votre table et les statistiques utilisées. Ça vous donne les statistiques qui ne sont pas utilisées. Et c'est globalement moi ce que j'ai en place chez moi avec, par exemple, est-ce que non, c'est ici, ça me donne ce genre de tableau-là. Bah voilà, ça me donne un overview du nombre de statistiques. En fait, j'ai deux tables ici où j'ai 115 colonnes et j'ai 75 stats. Et moi, je voulais savoir si je pouvais pas incliner parce que ma maintenance, elle prend du temps. D'accord. Bon, en fait, ici, je vois que j'ai finalement le pourcentage de statistiques non utilisées au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez que globalement, j'en ai quand même pas mal qui ne sont pas utilisés. Et j'ai ici, effectivement, et là, ça évolue, j'ai une statistique qui est apparue en plus, donc j'ai potentiellement un index en plus sur ma table, etc. Et ça va me donner ça dans le détail. Derrière, après, je peux regarder dans le détail ce que ça peut me donner. Ici, c'est intéressant de voir tout ce qui est 1, c'est pas utilisé. Et tout ce qui est nul, en fait, c'est que ça a été utilisé à un moment donné. J'ai des statistiques, effectivement, qui m'ont l'air d'être utilisées et d'autres qui n'ont pas l'air. Donc là, la prochaine étape, c'est d'aller cleaner. Ça, vous pouvez le faire comme ça, ou vous pouvez faire. Il y en a d'autres. Moi, alors, j'ai pas fait ça tout le temps dans ma vie. Il y a des fois aussi, je les ai complètement supprimés. Et puis, j'ai regardé ce que ça faisait. Je sais que j'en ai discuté avec Christophe. C'est une méthode qu'il utilise aussi. Et ça peut bien fonctionner. Moi, c'est vrai que là, dans ce cas-là, ce que je voulais, c'était savoir vraiment, regarder quelles étaient les colonnes qui n'étaient plus utilisées, les statistiques, les requêtes associées, etc. Ça vous demande un peu plus de travail. Donc, voilà pour moi. J'ai Super, fini merci. Je me pour ma permets, session. David, je me permets de te poser les questions. Bien sûr, tu peux y aller. Hein. Alors, il y avait une question bon, c'était il y a une petite demi-heure, tu parlais des requêtes qui étaient paramétrées ou paramétrisées. Donc, tu as montré que on calculait avec le paramètre. Donc, voilà, je te pose la question. On dit souvent qu'il vaut mieux avoir des requêtes paramétrisées pour que la mise en cache des plans d'exécution soit efficace. Oui, Une chose. ça c'est vrai. Car une requête ad hoc stockera par défaut un plan par valeur, même si dans l'absolu, c'est la même structure. Bon, bref. Voilà. Mais on voit dans ce que tu as montré que l'utilisation des statistiques ne peut se faire correctement qu'avec une valeur en dur. Alors, comment trouver l'équilibre? Justement, ça c'est quelque chose qu'il faut regarder. Il n'y a pas de recette miracle malheureusement dans ce cas-là, parce que dans un cas, vous avez des requêtes ad hoc effectivement qui vont compiler à chaque fois. Vous allez vous allez compiler à chaque fois, mais par contre vous allez avoir un plan d'exécution qui est vraiment adapté à l'utilisation. Mais par contre, avec les requêtes préparées, c'est ce qu'on utilise énormément chez nous. On n'a que des requêtes préparées chez nous. On, on se on va être soumis à ce phénomène de parameter sniffing. Et aujourd'hui, ce problème-là, c'est compliqué, enfin, c'est pas forcément trivial à résoudre. Maintenant, on a des choses qui permettent de résoudre ça, c'est-à-dire, je pense que Nicolas va le montrer avec le query store. Vous avez l'automatic tuning, en tout cas le query store, qui vous permet de détecter les régressions de query par rapport justement à des plans d'exécution qui sont plus du tout adaptés. Vous pouvez utiliser ça tout simplement pour pouvoir finalement vous ajuster. Et c'est exactement moi ce que je fais chez moi. J'utilise pas l'automatic tuning, mais j'ai des notifications qui me disent, tiens, pour tel plan, je regarde. Aujourd'hui, ce plan-là, il est plus du tout valable parce que mon activité CPU a été multipliée par 3, 4. Je suis passé de 2 millisecondes à 2 secondes. Et j'ai une alerte qui me dit ça et je vais regarder pourquoi. Et effectivement, si c'est ça, je vais recompiler le plan. Voilà, c'est globalement ce que je fais. Merci beaucoup. Bon, il y a une autre question, mais en fait, il y a deux questions. Peut-être que j'en discuterai. Je crois que c'est Bruno Gonzalez qui pose la question. Mais la première partie, les stats sont-elles prises en compte si l'optimiseur fait un timeout sur la compilation? C'est une question. Mais je pense que c'est pas forcément la question de la question. C'est simplement, je pense qu'il avait une requête qui, avec le nouvel estimateur, faisait 1h30, alors qu'avec l'ancien, ça donnait 30 secondes.
Donc là, on était plus sur... Alors ça, c'est encore une fois, c'est toujours pareil, c'est toujours ces problèmes de régression qu'on a entre l'ancien et le nouveau. Là, c'est difficile malheureusement de répondre, de dire est-ce que c'est pris en compte ou pas si votre plan d'exécution part en timeout, c'est-à-dire que si en gros votre plan est pas, enfin, parce que on peut avoir un timeout au niveau du plan, mais ça ne veut pas dire que le plan n'a pas été généré. Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, il a arrêté parce qu'il a pris trop de temps à décider d'un plan, d'un bon plan. Donc en fait, il a pris un plan qui globalement il avait déjà calculé et puis il l'a mis, ou d'un timeout d'une requête qui n'a jamais compilé. C'est différent. Donc si ça n'a jamais compilé, bah, c'est sûr que les stats elles vont pas être prises en compte. Par contre, si c'est un timeout qu'on retrouve dans le plan, si les statistiques ont été prises en compte, sauf que finalement l'optimiseur il s'est arrêté pour dire bah non stop, ça commence à me prendre trop de temps, je prends un plan que j'ai déjà calculé et ce sera celui-là. Super, merci. Alors, on va faire comme ça. Il est 10h07 à l'heure des CFF. Ah non, les CFF sont passés à 10h08. Si quelqu'un a une question et qui veut ouvrir son micro sur 2 minutes, on peut... Voilà. Ouais, volontiers. Bon, bah, manifestement. Bon, bah, je te laisse conclure alors. Ah bah alors je vais conclure comme ça. Merci. En résumé, globalement, c'est en tant que DBA, ce que vous devez connaître un peu l'utilisation des statistiques, comment ça fonctionne. Ça paraît évident. Ça permet, en tout cas, dans une optique de maintenance, ça permet vraiment de cibler un petit peu, d'adapter sa stratégie en fonction de comment la charge de travail va utiliser les statistiques, vecteur densité, etc., histogramme ou pas. Les outils, on en a parlé, la planification de la maintenance. Bon, globalement, moi de base, je dirais que techniquement, c'est pas forcément obligé de la faire, mais ça sera un mauvais message que de donner ça. J'ai déjà eu un client en fait qui n'a jamais mis de plan de maintenance en place. Il s'est toujours basé sur l'auto-update et ça a fonctionné, mais c'est pas forcément le cas de tous les clients. Moi, je conseille de mettre en place une maintenance de statistiques dans tous les cas. Ça ne fait pas de mal. Maintenant, maintenant, les questions, c'est quels sont les outils que vous allez utiliser, quelle va être la méthode d'échantillonnage, pour quelle table, etc. Vous allez avoir des bases de données, vous allez avoir finalement des tailles de table suffisamment raisonnables pour laisser faire un plan de maintenance assez classique, et vous allez avoir peut-être des tables à forte volumétrie où là il va falloir mettre des coups de tournevis dans ce type de table parce que vous avez énormément de statistiques, etc. Donc ça, c'est à vous de le déterminer avec du monitoring. Le monitoring, peut-être aller regarder la fréquence de changement pour dire est-ce que je le fais une fois par jour, une fois par semaine, etc. Regarder ces fameuses statistiques obsolètes qui peuvent vous polluer vos plans de maintenance. Et l'idée, c'est de pouvoir garder ça de manière la plus efficiente possible. En tout cas, moi, c'est dans le contexte où je suis, j'ai une fenêtre de maintenance qui se réduit de jour en jour parce qu'en fait, on était avant, on était en 2.8, maintenant on fait du 3.8. Donc la base de données, elle tourne tout le temps. Donc maintenant, ma maintenance, elle est de plus en plus petite. Je suis obligé d'aller regarder, de mettre les coups de tournevis comme ça pour pouvoir réduire mes maintenances, tout en gardant des statistiques les plus fiables possibles pour l'optimiseur. Voilà, je terminerai comme ça.